Le sable s'est insinué dans chacune de ses plaies. Néfertari a 24 ans et elle sent les grains frotter contre la chair à vif là où les cordes ont écorché ses poignets. Elle a le goût du sang et de la poussière sur ses lèvres fendillées, et l'odeur de sa propre peur se mêle à la puanteur animale des ânes qui ont tiré sa charrette pendant 11 jours à travers le désert. Il y a 16 jours encore, elle était l'épouse d'Ammon-Hotep, scribe en chef du temple d'Amon à Thèbes. Une femme qui portait un lin si fin qu'il en devenait presque transparent, qui mangeait dans de la vaisselle d'or, qui avait des serviteurs pour huiler sa peau et tresser ses cheveux de perles d'or. À présent, elle est agenouillée dans une cage de bois montée sur des roues, la tête rasée, brûlée par le soleil de Haute-Égypte, le corps couvert d'une tunique si rêche qu'elle soulève des cloques partout où elle touche la peau. Cette tunique est délibérée. On lui a expliqué qu'à son arrivée à destination, un vêtement trop fin laisserait croire qu'elle conservait un certain statut. Trop misérable, il suggérerait qu'elle ne valait pas la peine du voyage. Cette rugosité précise, ce degré exact d'inconfort, la désignait comme ce que le tribunal avait décrété qu'elle était. Le mot avait été prononcé par le magistrat sans emphase ou sans cruauté, sans même sembler conscient qu'il mettait fin à sa vie tout en la laissant en vie. Son mari, Ammon-Hotep, avait été accusé d'avoir volé dans le trésor du temple. Les preuves avaient été fabriquées. Elle le savait. Les prêtres le savaient. Tout le monde le savait. Mais le rival d'Ammon-Hotep, Usuzeroth, avait des amis puissants, et des amis puissants signifiant que les preuves n'avaient pas besoin d'être vraies pour être efficaces. Amenhotep fut condamné aux mines de cuivre où les hommes survivaient rarement plus de 2 ans. Elle fut condamnée à autre chose, à quelque chose que les codes juridiques décrivaient dans un langage si clinique qu'elle n'en avait pas compris immédiatement le sens lorsqu'on la confia aux soldats de la garnison de Bouenne. Elle avait demandé au magistrat de préciser. Elle lui avait demandé d'expliquer ce que signifiait concrètement être donné, quel serait son statut, quels droits elle conserverait. Le magistrat l'avait regardée avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié ou du mépris ou peut-être rien du tout. « Tu n'auras aucun statut, avait-il dit. Tu ne conserveras aucun droit. Tu seras la propriété collective de la garnison. Chaque soldat, du commandant au plus humble conscrit, aura un droit égal sur ta personne. Tu serviras la garnison jusqu'à ta libération ou jusqu'à ta mort, selon ce qui surviendra en premier. » À présent, après 11 jours de voyage vers la frontière sud de l'Égypte, vers une forteresse aux confins du territoire nubien, où 300 soldats vivent coupés de tout ce qu'ils ont connu, elle commence à comprendre ce que ces mots signifiaient réellement. La charrette s'arrête. Des hommes s'approchèrent des soldats de l'escorte, le visage enveloppé contre le sable porté par le vent, les yeux l'examinant à travers les interstices du tissu. Ils l'évaluent depuis le début du voyage. Ils calculent, estiment, discutent à voix basse de ce qui se passera lorsqu'ils atteindront Bouenne et qu'elle sera officiellement remise au commandement de la garnison. Ce n'est pas une cruauté aléatoire. Elle commence à le comprendre. C'est un système. Une peine que l'Égypte a perfectionnée au fil des siècles. Une manière de détruire une femme sans le désordre d'une exécution. Un moyen de faire disparaître quelqu'un de la société respectable tout en le laissant techniquement en vie. La garnison de Bouenne a déjà reçu des femmes. Les soldats savent de quoi en faire. Les commandants savent comment les gérer. Il existe des procédures, des protocoles, une bureaucratie de la dégradation qui rend le processus efficace et les résultats prévisibles. L'un des soldats déverrouille sa cage et la traîne hors de celle-ci, dans le sable brûlant. Il pousse une outre vers sa bouche, non par bonté, mais par pragmatisme. Elle est une marchandise. Une marchandise endommagée vaut moins qu'une marchandise intacte. Il entretient le bien. 3 jours encore, dit-il. Ensuite, tu appartiendras à Bouenne. Appartenir. Un autre mot chargé d'un poids qu'elle ne fait que commencer à comprendre. Elle boit l'eau et mémorise le visage du soldat. Elle mémorise la position des gardes, la disposition des provisions, la direction du soleil, la distance parcourue. Elle ne sait pas encore ce qu'elle fera de ces informations. Mais l'information est la seule chose qu'ils ne peuvent pas lui prendre, et elle a l'intention d'en recueillir autant que possible avant d'arriver à l'endroit où elle cessera d'être une personne pour devenir tout autre chose. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre a été systématiquement exclu des récits populaires qui célèbrent l'Égypte ancienne comme une civilisation de pyramides et de pharaons, de trésors d'or et de sagesse mystique.
Les érudits qui s'émerveillant devant l'art et l'architecture égyptiens ont choisi de ne pas examiner de trop près ce que cette civilisation faisait à celles et ceux qui sortirent de son champ de protection. Les documentaires qui glorifient Cléopâtre et Néfertiti préfèrent ne pas mentionner les femmes dont les noms ont été effacés, dont les corps ont été livrés, dont la destruction fut si totale qu'elles n'ont laissé presque aucune trace dans les archives historiques. Ce soir, vous allez découvrir le châtiment que les Égyptiens appelaient être donné aux soldats, ni une exécution qui aurait été rapide, ni l'esclavage, qui offrait au moins un statut juridique clairement défini, mais quelque chose de pire que l'un ou l'autre. Une dissolution de la personne si complète que la femme qui la subissait cessait d'exister dans tout sens véritable, tandis que son corps continuait de fonctionner, continuait d'être utilisé, continuait de servir à des fins que les codes juridiques ne décrivaient qu'à travers des euphémismes. Vous apprendrez pourquoi ce châtiment était réservé à des crimes précis, en particulier ceux qui humilièrent des hommes puissants ou menacèrent la stabilité des institutions religieuses. Vous apprendrez aussi ce que furent les garnisons de frontières où ces femmes étaient envoyées. Des avant-postes isolés où 300 soldats vivaient pendant des années sans permission, sans famille, sans accès aux femmes de la société respectable. Vous apprendrez ce qui se passait dans ces garnisons, non pas dans des détails graphiques, mais dans la réalité systématique telle que les sources l'ont conservée. Vous découvrirez les femmes qui ont survécu, car certaines ont survécu, réémergeant après des années de service en garnison, dans un monde qui ignorait ce qu'elles avaient enduré, un monde qui ne disposait d'aucun cadre pour comprendre ce qui leur avait été fait. Vous apprendrez ce qu'il est advenu de ces survivantes, comment elles ont reconstruit des vies à partir de fragments, comment certaines ont choisi le silence et d'autres le témoignage, comment les récits qui nous sont parvenus ont presque toujours été filtrés par des scribes masculins, qui avaient leur propre raison d'enregistrer ou de dissimuler. Vous comprendrez pourquoi les sources égyptiennes décrivent de si rarement ce châtiment, pourquoi les codes juridiques qui l'autorisent emploient un langage si vague que les chercheurs débattent depuis des décennies de ce qu'il signifiait réellement. Vous apprendrez que cette imprécision était délibérée, que le châtiment avait été conçu pour être indicible au sens littéral, quelque chose dont les Égyptiens respectables ne parlaient pas directement, parce qu'en parler aurait obligé à reconnaître des réalités qu'ils préféraient ignorer. Abonnez-vous si vous souhaitez comprendre l'obscurité qui se cache sous la surface dorée de l'Égypte. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, car Néfertari est à 3 jours de Bouhen, 3 jours de devenir la propriété collective de 300 soldats, 3 jours de découvrir ce que être donné signifie réellement. Et je vais vous dire exactement ce qu'elle a vécu. Mais avant de révéler ce qui est arrivé à Néfertari dans cette garnison, avant d'expliquer le système qu'il a pris en charge et les années qui l'ont transformé, je dois vous ramener en arrière. Je dois vous montrer comment fonctionnait la justice égyptienne, pourquoi ce châtiment existait, et ce qui le rendait pire que des alternatives qui paraissent à première vue plus évidemment terribles. Car on ne peut pas comprendre ce que Néfertari a enduré sans comprendre la logique qui a façonné son destin. La justice égyptienne n'était pas conçue pour être équitable. Elle était conçue pour maintenir l'ordre, protéger les puissants et faire des exemples de ceux qui menaçaient une stabilité indispensable au fonctionnement de la civilisation le long de l'étroite bande de terres fertiles bordant le Nil. Au moment où la sentence de Néfertari fut prononcée, le système juridique s'était développé depuis près de 2000 ans. Il était sophistiqué, bureaucratique, consigné dans des archives qui permettent aujourd'hui aux chercheurs modernes d'en reconstituer le fonctionnement avec un degré de détail remarquable. Les Égyptiens croyaient en Ma'at, le principe cosmique d'ordre et de justice, et ils croyaient que leur système légal incarnait ce principe, que les châtiments qu'ils infligeaient en étaient pas seulement pratiques, mais aussi cosmiquement appropriés. Cette croyance leur permettait d'imposer des punitions d'une cruauté extraordinaire, tout en conservant la certitude absolue d'agir avec droiture. Le système des peines ont été gradués selon la gravité de l'infraction et le statut du coupable. Les délits mineurs pouvaient entraîner des coups, des amendes ou des travaux forcés. Les crimes les plus graves pouvaient mener à des mutilations, l'ablation des oreilles, du nez ou des mains, ou à l'envoi dans les mines de cuivre, où les conditions étaient aussi brutales que des peines dépassant 2 ans équivalaient, dans les faits, à des condamnations à mort.
Les crimes les plus graves contre l'État ou contre les dieux justifiaient l'exécution, parfois par empalement, parfois par livrer au crocodile, parfois par le feu. Mais il existait aussi des crimes qui occupaient un étrange terrain intermédiaire. Des crimes suffisamment sérieux pour exiger une sanction sévère, mais dont les circonstances rendirent les châtiments standards inadaptés. Des crimes où le coupable était un homme d'un certain rang, mais où son épouse était également impliquée, ne serait-ce que par association. Des crimes pour lesquels faire un exemple exigeait une punition visible et mémorable, sans nécessiter la dépense ni la pollution rituelle qu'impliquait une exécution. Pour ces crimes, le châtiment de la donation existait. Cette pratique semble être née dans un contexte militaire. Les garnisons de frontières, isolées parfois pendant des années, posèrent des problèmes spécifiques de discipline. Les soldats affectés à des postes comme Bouhène ou Éléphantine étaient éloignés de leur famille, éloignés des femmes de leur communauté, privés de tout exutoire acceptable pour des désirs que la culture égyptienne canalisait normalement par le mariage et le concubinage. Privés entièrement d'accès sexuel, ces soldats devenaient instables, violents, enclins à des formes de désordre qui menacèrent l'efficacité militaire. La solution qui émergea fut pragmatique, comme le sont souvent les solutions militaires. Certaines femmes, des criminels, des prisonnières de guerre, parfois des esclaves ayant offensé leur maître, furent affectées à l'usage des garnisons. Elles n'appartenaient à aucun soldat en particulier. Elles étaient une propriété collective, disponible pour tout homme qui les désirait, entretenue par le commandement comme une ressource commune. Ce système remplissait plusieurs fonctions. Il offrait un exutoire aux désirs des soldats, réduisant les tensions susceptibles d'exploser en violence, entre eux ou contre les populations locales. Il créait un châtiment pour les femmes pire que la mort, tout en évitant les complications religieuses liées à l'exécution. Il permettait de faire des exemples de femmes dont les crimes, ou ceux de leurs maris, exigeaient des conséquences visibles, sans produire de cadavres visibles. Les femmes données aux garnisons occupaient un statut juridique sans équivalent dans la société égyptienne. Elles n'étaient pas des esclaves, car les esclaves avaient des propriétaires qui en portèrent la responsabilité. Elles n'étaient pas des prisonnières, car les prisonniers étaient détenus pour une durée déterminée avant d'être libérés. Elles n'étaient même pas des biens au sens ordinaire, car les biens pouvaient être achetés, vendus, hérités et protégés. Dans la terminologie juridique qui nous est parvenue, elles étaient simplement données. Le terme suggère un transfert, indique qu'un passage a eu lieu, mais ne précise ni à qui, ni dans quel but. Cette imprécision était volontaire. Tout le monde savait ce que « donner » signifiait. Personne ne voulait le formuler explicitement. Revenons maintenant à Néfertari, arrivé à la forteresse de Bouhène après 14 jours de traversée du désert. La forteresse est plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Des murailles de pierre s'élèvent à plus de 12 mètres au-dessus du sable, crénelées et flanquées de tours de guet, conçues pour résister au siège des armées nubiennes qui, depuis des générations, éprouvaient la puissance égyptienne. À l'intérieur des murs, elle distingue des casernes, des entrepôts, un petit temple et les bâtiments administratifs où le commandement gère la logistique complexe nécessaire pour maintenir 300 hommes en vie et opérationnels aux confins d'un territoire hostile. L'escorte la remet à un officier de la garnison qui examine les documents, inscrit des notes sur une tablette, puis fait signe qu'on l'emmène vers un bâtiment situé près du mur occidental. Elle mémorise le trajet, la position des gardes, l'organisation de la forteresse tandis qu'on la conduit dans des rues qui se taisent à son passage. Les soldats savent ce qu'elle est. Ils ont déjà vu des femmes comme elle. Le bâtiment près du mur ouest est petit, peut-être 6 mètres sur 9, divisé en une pièce principale et une chambre plus étroite à l'arrière. La pièce principale contient une forme de literie, des nattes grossières disposées le long des murs, des couvertures usées par des décennies d'usage, quelques tabourets de bois. La pièce arrière abrite une fosse de latrine et un bassin pour la toilette. Les murs sont en briques de terre, le sol en terre battue, le plafond suffisamment bas pour qu'un homme de grande taille doive se courber. Une femme sort de l'ombre de la pièce principale. Elle a peut-être 35 ans, le visage marqué par le temps, le corps portant des traces que Néfertari reconnaît, les mêmes blessures que celles qu'elle a elle-même subies durant le transport. Mais ce sont ses yeux qui retiennent l'attention de Néfertari. Ils sont plats, vides, les yeux de quelqu'un qui a tout vu et qui s'est retiré dans un endroit où plus rien ne peut l'atteindre. « Je m'appelle Hanout Maït, dit la femme. Je suis ici depuis 6 ans.
Je vais t'expliquer comment les choses fonctionnent. Combien sommes-nous ? Demande Néfertari. 3. Maintenant que tu es arrivé. Nous étions 4 jusqu'au mois dernier. Sitou est morte. Fièvre. Le commandant a dit que ce n'était pas la fièvre. Néfertari assimile l'information. 3 femmes pour 300 soldats. Les mathématiques de ce que cela implique sont vertigineuses. Comment survivons-nous ? Demande-t-elle. L'expression de Hanout Maït ne change pas. La plupart d'entre nous ne survivent pas. La moyenne est de 2 ans. J'ai survécu 6 ans parce que j'ai appris des choses que les autres n'ont pas apprises. Je t'enseignerai si tu es capable d'apprendre. Quelles choses ? Quels soldats sont dangereux et lesquels sont simplement brutaux ? Quels officiers ont suffisamment d'autorité pour offrir une protection en échange de l'exclusivité ? Comment préserver ta santé dans un endroit conçu pour la détruire ? Comment rester toi-même à l'intérieur quand tout à l'extérieur cherche à t'effacer ? Elle désigne l'une des nattes. Repose-toi maintenant, ce soir le commandant te fera appeler. Il revendique le premier accès à toutes les nouvelles arrivantes. Ensuite, tu seras mise à la disposition de la garnison. La première semaine est la pire. Si tu survives à la première semaine, tu as une chance de survivre plus longtemps. Néfertari s'assoit sur la natte qui lui a été assignée. Le tissu rugueux lui écorche les jambes, déjà à vif à cause du voyage. Elle entend les bruits venant de l'extérieur, les soldats qui s'interpellent, le cliquetis de l'équipement, les sons ordinaires de la vie militaire qui formeront la toile de fond de son existence, aussi longtemps qu'elle durera. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demande-t-elle à Hanout Maït. « Quel a été ton crime ?» Mon mari était prêtre. Il s'est opposé à une mauvaise décision. Il a été envoyé aux mines. Moi, j'ai été envoyée ici. Elle marque une pause. Il est mort la première année. Je l'ai appris par un officier du ravitaillement qui pensait que l'information me rendrait plus coopérative. Et cela a fonctionné ? Demande Néfertari. Non. Rien ne nous rend plus coopératives. Rien ne rend cela acceptable. Mais nous apprenons à endurer parce que l'alternative, c'est mourir. Et mourir est facile ici. Vivre est difficile. J'ai choisi le difficile. Elle se retire vers sa propre natte, laissant Néfertari seule avec des questions qu'elle ne sait pas encore formuler. Le commandant s'appelait Kazette, et il n'était pas ce à quoi Néfertari s'attendait. Il avait peut-être 50 ans, le port d'un soldat de carrière et les yeux fatigués d'un homme qui avait passé trop d'années dans des lieux où il ne souhaitait pas être. Ces quartiers étaient austères selon les standards des officiers égyptiens. Du mobilier fonctionnel, aucune décoration hormis un petit sanctuaire dédié à Aymon, aucun des luxes que les hommes de son rang accumulaient habituellement. Il était assis derrière une table couverte de documents et la regardait approcher avec une expression qu'elle ne parvenait pas à lire. « Assieds-toi », dit-il en désignant un tabouret de l'autre côté de la table. Elle s'assit. Le tabouret était suffisamment bas pour l'obliger à lever les yeux vers lui, un dispositif délibéré qui renforçait le rapport de pouvoir entre eux. Pourtant, son ton n'était pas dur, et ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, contenaient autre chose que le calcul prédateur qu'elle avait vu chez d'autres hommes depuis sa condamnation. « Tu es Néfertari, épouse d'Amon-Hotep, ancien grand scribe du temple d'Amon. »« Oui. Ton mari a été reconnu coupable de vol dans le trésor du temple. Les éléments suggèrent qu'il a été piégé par un rival nommé Ouzerat, lié à la faction du grand prêtre. Ton mari a été envoyé aux mines de cuivre. Toi, tu as été envoyé ici. » Elle ne s'attendait pas à ce qu'il connaisse les détails de son affaire. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il reconnaisse ouvertement ce que tout le monde savait, mais que personne n'admettait. « Vous êtes bien informé, dit-elle. Je fais en sorte de savoir qui est envoyé dans ma garnison et pourquoi. Cela m'aide à comprendre à quoi j'ai affaire. » Il se pencha en arrière sur son siège. « Je fais aussi en sorte de comprendre les courants politiques et les intrigues. Ouzerat est un homme dangereux. Il a détruit ton mari pour éliminer un rival. Et il t'a détruite pour s'assurer que personne connaissant l'innocence de ton mari ne reste en position de créer des problèmes. » Elle le regarda. « Si vous savez qu'il était innocent, pourquoi cela ne change-t-il rien ? Parce que la justice et la vérité sont deux choses différentes. La justice est ce que les tribunaux déclarent. La vérité est ce qui s'est réellement passé. L'Égypte fonctionne sur la justice, pas sur la vérité. Je l'ai appris en 30 années de service. » Il se leva, se dirigea vers un cabinet et versa du vin dans 2 coupes. Il entendit une à Néfertari, un geste si inattendu qu'elle faillit la laisser tomber. « Tu es désormais la propriété collective de cette garnison, dit-il. Les codes juridiques sont clairs quant à ce que cela signifie.
Tu n'as aucun statut, aucun droit, aucune protection au-delà de ce que je choisis de t'accorder. Chaque soldat de cette forteresse, de mes officiers aux plus humbles conscrits, a un droit égal sur ta personne. » Je comprends. Je ne crois pas. Pas encore. Il se rassit, son vin intact. Il y a 300 soldats dans cette garnison. La plupart sont ici depuis des années, sans permission, sans famille, sans accès à des femmes en dehors de celles assignées à l'usage collectif. Ce ne sont pas des hommes mauvais pour la plupart, mais ce sont des hommes placés dans des conditions qui érodent les contraintes que la civilisation impose habituellement. Ce qui t'arrivera ici ne sera pas le résultat d'une cruauté particulière. Ce sera le résultat d'un système, d'une question de nombre, ce que 300 hommes sans autre exutoire feront lorsqu'une femme leur est rendue disponible. Alors pourquoi me dire tout cela ? Pourquoi m'offrir du vin et m'expliquer ma situation comme si j'étais une personne et non une cargaison ? Kazé demeura silencieux un long moment avant de répondre. « Parce que je suis fatigué, dit-il enfin. Fatigué de cette affectation, fatigué de ce système, fatigué de prétendre que ce qui se passe ici relève de la justice plutôt que d'une brutalité organisée. Je commande cette garnison depuis 12 ans, j'ai vu arriver 11 femmes dans ta situation. 3 ont survécu et ont été libérées, 8 sont mortes. Je n'ai pu en sauver aucune. Peut-être ne pourrais-je pas te sauver non plus, mais je peux au moins reconnaître que tu es une personne broyée par une machine, plutôt que de faire semblant que cette machine est juste. » Qu'est-il arrivé aux 3 qui ont survécu ? Elles ont été libérées lorsque les termes de leur peine ont pris fin, ou lorsque les circonstances politiques ont suffisamment changé pour que leur châtiment devienne gênant. Elles sont retournées en Égypte. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues ensuite. Combien de temps dure ma peine ? Ta peine n'a pas de durée. Elle sentit le poids des mots. Tu es donné à cette garnison jusqu'à ta libération ou jusqu'à ta mort. La libération nécessite une pétition aux autorités et aux scribes, ce qui suppose que quelqu'un d'influent la dépose. Puisque Ouzerat a de l'influence et que toi, tu n'en as aucune, je n'attendrai pas de libération, à moins que les circonstances ne changent de manière significative. Néfertari assimila l'information. Aucune durée définie, aucune perspective de libération, seulement l'endurance jusqu'à la mort ou jusqu'à un changement qu'elle ne pouvait ni prévoir ni contrôler. « Vous avez dit que vous ne pouviez pas me sauver, dit-elle. Mais vous avez aussi dit que certaines femmes ont survécu. Qu'est-ce qui les rendait différentes ?» Kazé la regarda avec ce qui pouvait être de l'approbation. « Elles ont trouvé des raisons, dit-il. Des raisons de continuer qui allaient au-delà de la simple persistance biologique. Elles ont élaboré des stratégies pour gérer ce qui leur arrivait. Elles ont créé des alliances, avec moi, avec d'autres femmes, parfois avec des soldats moins brutaux que la moyenne et susceptibles d'être cultivés comme protecteurs. Me protégerez-vous ? Je ferai ce que je peux dans les limites de ma fonction. Je suis le commandant de cette garnison, mais je suis aussi soumis à des règlements et à des attentes que je ne peux pas violer ouvertement. Je peux revendiquer le premier accès aux nouvelles arrivantes. C'est attendu, un privilège de rang. Je peux t'assigner à des tâches qui réduisent ta disponibilité pour la population générale pendant certaines périodes de la journée. Je peux punir les soldats qui endommagent excessivement la propriété de la garnison. La propriété, répéta-t-elle, c'est ce que je suis. C'est ce que la loi déclare que tu es. Ce que tu es à l'intérieur de ton esprit est quelque chose que toi seul peux déterminer. Il se leva. L'entretien était manifestement terminé. Cette nuit, tu resteras ici, dans mes quartiers. Demain, tu seras affecté au bâtiment des femmes et rendu disponible à la garnison. Utilise cette nuit pour te reposer, réfléchir, te préparer à ce qui arrive. À ce qui arrive, je ne le décrirai pas. Tu l'apprendras bien assez tôt, mais je te dirai ceci. La première semaine est la pire. Survis à la première semaine et tu as une chance. Renonce pendant la première semaine et tu ne tiendras pas un mois. Il se détourna, la congédiant vers la petite pièce attenante à ses quartiers, où elle passerait peut-être sa dernière nuit en tant que quelque chose d'autre qu'une propriété collective. Elle s'allongea sur le lit qu'il lui avait fourni, un vrai lit, avec de vrais draps, le dernier confort qu'elle connaîtrait pour une durée indéterminée, et tenta de se préparer à quelque chose qu'elle ne pouvait imaginer. Le matin apporta la réalité que Cazette avait refusé de décrire. Elle fut conduite au bâtiment des femmes et formellement initiée à son rôle dans la garnison.
L'initiation fut assurée par la troisième femme, une plus jeune nommée Mérite, arrivée 2 ans plus tôt et qui avait survécu grâce à une combinaison de chance et à la protection d'un sergent qui la réclamait plus souvent que les autres. Il y a des schémas, expliqua Mary. Les soldats viennent par vagues. À l'aube, quand la garde de nuit est relevée. À midi, quand ceux qui ne sont pas de service ont du temps libre. Le soir, après le repas principal. Tard dans la nuit, quand ceux qui n'arrivent pas à dormir deviennent agités. Combien par jour? Ça varie. Parfois 10, parfois 30. Les jours de fête, quand le vin est distribué, cela peut être plus. Le pire, c'est après un raid nubien, quand les soldats reviennent avec l'agressivité du combat encore dans le sang. Ceux-là sont difficiles. Néfertari enregistra ces informations. Des schémas signifièrent de la prévisibilité. La prévisibilité signifiait la possibilité d'une stratégie. Qui est-ce le plus dangereux? Demanda Néfertari. Un sergent nommé Sénéfer, répondit Mérite. Il prétend être le fils d'un noble de Memphis. Personne ne le croit, mais il aime faire souffrir. Il demande les femmes spécifiquement pour pouvoir leur faire du mal. Sitmout, celle qui est morte, était sa favorite. Ce qu'il lui a fait est la raison de sa mort. Comment s'en sort-il impuni? Il est prudent. Il sait exactement combien de dégâts il peut infliger sans franchir la limite qui obligerait le commandant à agir. Il connaît les règlements, les failles, les moyens de détruire une femme assez lentement pour que cela soit attribué à l'usure accumulée plutôt qu'à des sévices précis. Et le commandant tolère cela? Le commandant est contraint par des règles qu'il n'a pas écrites. Sénéfer a des appuis parmi les scribes, des parents occupant de petits postes dans l'administration. Le sanctionné exige des preuves, des procédures, des justifications. Caïmasset a fait ce qu'il a pu. Affecter Sénéfer à des tâches qu'il occupe, limiter son accès, prévenir les femmes d'éviter d'attirer son attention. Mais il ne peut pas éliminer totalement la menace. Néfertari grava le nom dans sa mémoire. Sénéfer, le danger précis au cœur de l'horreur générale. Et la protection? Tu as parlé de soldats moins brutaux. Certains soldats sont capables de quelque chose qui ressemble à de l'attachement. Si tu peux en identifier un, si tu peux te rendre précieuse à ses yeux au-delà du physique, il te réclamera assez souvent pour que les autres aient moins accès à toi. Ce n'est pas la sécurité, mais c'est mieux que d'être disponible pour tous, de manière égale. Comment les reconnaître? Tu apprendras. Certains sont évidents. Ils hésitent. Ils te parlent comme à une personne. Ils montrent un malaise face à ce qu'ils font. D'autres dissimulent leur humanité derrière des masques, et il faut observer attentivement pour voir les fissures. La conversation fut interrompue par les premiers soldats de la journée, des hommes quittant la garde de nuit, entrant dans le bâtiment avec l'attente de ce qui les y attendait. Mérite se tut. Anout Maït, qui écoutait depuis l'autre côté de la pièce, se retira dans un coin avec l'invisibilité maîtrisée de celles qui ont trop longtemps appris à disparaître. Néfertari fit face à ce qui venait les yeux ouverts, l'esprit en mouvement, la volonté de survivre se solidifiant en quelque chose de dur et de froid dans sa poitrine. Elle apprendrait les schémas. Elle identifierait les dangers, elle repérerait les fissures dans les masques et exploiterait tout avantage possible. Elle serait ce qu'ils exigeaient d'elle à l'extérieur, tout en restant elle-même à l'intérieur. Elle survivrait. À présent, je dois vous dire quelque chose sur les garnisons de frontières égyptiennes qui aident à comprendre ce que Néfertari a vécu. Les forteresses le long de la frontière sud de l'Égypte avec la Nubie n'étaient pas de simples installations militaires. C'étaient des mondes complets en soi, des communautés isolées où plusieurs centaines d'hommes vivaient pendant des années avec un contact minimal avec la civilisation qu'ils servaient d'un. Ils y étaient envoyés parce que l'Égypte devait contrôler les routes commerciales qui acheminaient l'or, l'ivoire, l'ébène et les esclaves depuis le sud. Ils y restaient parce que le coût et la complexité des rotations rendaient les relèves régulières et réalistes. Ces conditions façonnaient chaque aspect de la vie en garnison. Les hommes servant à Bouenne et dans les forteresses similaires n'étaient pas des volontaires. C'étaient des conscrits, des ouvriers enrôlés de force dans le service militaire, de petits criminels à qui l'on proposait l'armée comme alternative à des peines plus lourdes. Parfois, des soldats professionnels ayant offensé quelqu'un d'assez puissant pour être exilés à la frontière. Ils n'avaient même pas choisi d'être là. Ils ne voulaient pas y être. Ils étaient piégés de la même manière que Néfertari, même si leur cage était plus vaste et leur statut nominalement différent.
Cet enfermement partagé produisait une psychologie particulière. Les soldats nourrissaient un ressentiment profond envers leur situation. Ils ne pouvaient pas exprimer ce ressentiment envers les commandants qui les contrôlaient ni envers le système qui les avait envoyés là. Mais ils pouvaient le déverser sur ceux qui se trouvaient en dessous d'eux dans la hiérarchie, les esclaves au service de la garnison, les prisonniers nubiens capturés lors des raids, et les femmes qui leur avaient été données. Les femmes devenaient des cibles pour des frustrations qui n'avaient rien de personnel. Elles devenaient des supports sur lesquels les soldats pouvaient projeter colère, humiliation et sentiment d'impuissance, des émotions qu'ils ne pouvaient exprimer en sécurité dans aucune autre direction. La violence qu'elles subissaient n'était pas uniquement sexuelle, elle était émotionnelle, psychologique, une libération complexe de tensions que les conditions de la garnison avaient comprimées jusqu'au point d'explosion. Les commandants comprenaient cette dynamique et la géraient en conséquence. Ils savaient que les femmes servaient de soupapes de décompression, que la cruauté du système était fonctionnelle, que 3 femmes détruites sur plusieurs années constituaient un coût acceptable pour maintenir l'ordre parmi 300 hommes qui, autrement, auraient pu devenir incontrôlables. C'était cette logique qui avait créé la situation de Néfertari, non pas un sadisme individuel, même si le sadisme existait bel et bien à l'intérieur du système, mais un calcul institutionnel, la froide arithmétique du contrôle, la reconnaissance qu'il fallait bien que quelqu'un absorbe les pressions générées par la vie en garnison, et que des femmes sans statut, sans droit, sans existence juridique constituaient le choix le plus efficace. Le système avait été conçu, le système était entretenu, le système consommait des femmes comme Néfertari à un rythme prévisible et traitait cette consommation comme un coût de fonctionnement nécessaire. C'est dans cela qu'elle avait été jetée. C'est cela qu'elle devait survivre. La première semaine fut exactement aussi terrible que Cazette l'avait annoncé. Néfertari vécut ce qu'elle décrirait plus tard, lorsqu'elle raconterait enfin son histoire comme une dissolution. La frontière entre elle-même et ce qu'on lui faisait semblait se brouiller, s'assouplir, menacée de disparaître entièrement. Elle se sentit se replier dans un espace minuscule, enfoui au plus profond d'elle-même. Un refuge où elle pouvait attendre les assauts comme on attend une tempête de sable, en sachant que cela passerait, en sachant que si elle restait assez petite, assez immobile, elle pourrait survivre. Elle apprit à compter les hommes qui l'utilisèrent durant la première semaine. 37, selon son décompte, bien que certains soient revenus plusieurs fois et qu'elle ait pu se tromper. Le temps devint flou, les épisodes individuels se fondant les uns dans les autres en une expérience continue d'usage sans limite nette. Mais elle comptait, parce que compter maintenait une forme de structure, un cadre de nombre qui remplaçait le cadre de l'identité qu'elle sentait lui échapper. Elle apprit à observer, qui était brutal et qui se contentait d'être indifférent, qui parlait durant les actes et qui demeurait silencieux, qui la regardait au visage et qui évitait soigneusement son regard. Ces observations devinrent des données, et les données devinrent le fondement d'une stratégie. Elle apprit à identifier Sénéfer, le sergent dont Mérite l'avait averti. C'était un homme massif, trapu, au visage qui aurait pu être beau avant que la cruauté n'y grave son expression définitive. Il se présenta au bâtiment des femmes le 3e jour, et quelque chose dans la manière dont ses yeux glissèrent sur elle lui indiqua qu'elle avait attiré son attention, qu'elle devrait être extrêmement prudente. Ce jour-là, il ne la choisit pas. Il choisit Anout Mahi à sa place. Et ce que Néfertari entendit depuis la petite pièce arrière, non pas des cris, car Anout avait appris que crier le provoquait, mais des bruits d'impact et des sons étouffés de douleur, confirma tout ce que Mérite lui avait dit. Lorsque Sénéfer partit, Néfertari alla vers Anout Maït et l'aida à nettoyer le sang des coupures, soigneusement placées là où elle ne se verrait pas. Anout Maït accepta l'aide sans un mot, les yeux plats, le visage vide de toute expression. « Il te testait, dit-elle enfin. Il testait si tu interviendrais. Il testait si tu lui fournirais un prétexte pour t'ajouter à ses centres d'intérêt. »« J'ai failli intervenir, murmura Néfertari. Je sais. Je t'ai vu bouger. C'est pour cela que je n'ai pas crié. Si tu étais entrée dans la pièce, il nous aurait eues toutes les deux, et aucune de nous n'aurait survécu à ce qui aurait suivi. Comment le sais-tu ? Parce que c'est ce qui est arrivé à Sitmout. Elle a essayé d'aider une nouvelle arrivante. Sénéfer s'en est servi comme justification. Elle a tenu encore 1 mois après cela, mais elle était déjà en train de mourir. Néfertari assimila la leçon.
Intervenir était dangereux, la solidarité pouvait être exploitée. La survie exigeait du calcul, non de l'impulsion. Alors comment nous aidons-nous les unes les autres? Discrètement, indirectement, par l'information, par la protection pendant la convalescence, par la transmission de ce que nous avons appris. Jamais ouvertement, jamais d'une manière que les bourreaux pourraient utiliser contre nous. Cela devint la première d'une longue série de leçons sur les stratégies de survie spécifiques qu'exigeait le bâtiment des femmes. 2 mois après l'arrivée de Néfertari, elle identifia la première fissure qu'elle cherchait depuis le début. Il s'appelait Baki. C'était un jeune scribe subalterne rattaché à la section administrative de la garnison. Il avait environ 25 ans, jeune pour son poste, envoyé à Bouhen comme sanction pour une erreur mineure qui avait irrité ses supérieurs et certains notables. Contrairement aux soldats de carrière qui composaient l'essentiel de la garnison, il possédait une éducation, une perspective, les vestiges d'une sensibilité civilisée que le service du désert n'avait pas encore entièrement effacée. Il entra dans le bâtiment des femmes avec la gêne de quelqu'un qui ne voulait pas être là, mais qui ne savait comment l'exprimer à ses pairs. Il hésita sur le seuil, il s'excusa, réellement, sincèrement, avant de prendre ce que le système l'autorisait à prendre. Il ne lui fit pas plus de mal que ce que l'acte lui-même imposait, et lorsque tout fut terminé, il ne partit pas immédiatement. Il s'assit au bord de la natte et lui demanda son nom. « Néfertari, dit-elle, épouse d'Émon-Hotep, ancien grand scribe du temple d'Ammon. » L'expression de Baki changea. Émon-Hotep, je connais son travail. Il était respecté dans la communauté des scribes. Ses commentaires sur le livre des morts faisaient autorité. Vous êtes scribe. Je l'étais. Je le suis. Cette affectation est temporaire. Du moins, c'est ce que je me répète. Quand mon terme sera achevé, je retournerai à Thèbes et je reprendrai ma carrière. Il marqua une pause. Je ne savais pas que l'épouse d'Émon-Hotep se trouvait ici. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Maintenant, vous savez, maintenant je sais, et je suis... Il s'interrompit, incapable de trouver des mots à la hauteur de la situation. Je suis désolée. Cela ne signifie rien. Je comprends, mais je suis désolée. Cela signifie quelque chose, dit Néfertari. Cela signifie que vous me voyez comme une personne. La plupart ne le font pas. Ce fut le commencement. Au fil des semaines suivantes, Baki revint au bâtiment des femmes avec une fréquence croissante, la choisissant toujours, revendiquant assez de son temps pour réduire quelque peu l'accès des autres soldats. Il lui apporta des choses, de la nourriture supplémentaire prise aux messes des officiers, une couverture moins rêche que celle distribuée normalement, puis, plus tard, des livres, des rouleaux de papyrus qu'il faisait sortir clandestinement de la petite bibliothèque de la garnison. Elle les lisait en secret, dans les heures entre 2 exigences, les cachant sous sa natte lorsque des soldats approchaient. Elle en discutait avec Baki lors de ses visites, des conversations qui devaient paraître étranges, des analyses littéraires menées dans le sillage d'actes que ni l'un ni l'autre ne souhaitaient, mais que le système exigeait. Elle ne l'utilisait pas, ou plutôt, elle l'utilisait, mais elle lui était aussi sincèrement reconnaissante, sincèrement liée à lui comme des êtres désespérés se lient à ceux qui continuent de les voir comme humains. Il était son accès au monde qu'elle avait perdu, à la civilisation des lettres, des idées et des échanges porteurs de sens au-delà de la simple survie. Et il était sa protection. Pas une protection totale, elle restait accessible aux autres, toujours exposée à l'attention d'hommes qui ne la voyaient que comme une fonction, mais une protection partielle, suffisante pour lui donner de l'air, suffisante pour lui permettre de préserver la structure intérieure qui l'empêchait de se dissoudre entièrement. Il n'était pas passé inaperçu. « Tu as trouvé un protecteur, dit-elle un soir alors qu'elles étaient seules dans le bâtiment. C'est bien, cela peut t'aider à survivre. » Est-ce ce que tu as fait, toi? Trouver un protecteur? J'ai essayé 3 fois. Le premier, elle a été tuée lors d'un raid nubien. Le second a été muté vers une autre affectation. Le troisième, elle se tue un instant. Le troisième est devenu autre chose qu'un protecteur. Quelque chose qui m'a obligée à accepter ce que je ne voulais pas accepter, en échange d'une protection que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Qu'est-il devenu? Il est toujours ici. Il me réclame encore régulièrement. J'ai appris à lui fournir ce dont il a besoin et il a appris à me protéger du pire de ce que la garnison offre. Sa voix était plate, ses yeux vides. Ce n'est pas une vie, mais c'est une survie. Néfertari comprit qu'on lui transmettait quelque chose d'essentiel, que survivre en ce lieu exigeait des transactions qui allaient bien au-delà de l'évidence, que les alliances forgées dans le bâtiment des femmes avaient des profondeurs et des complications qu'aucune description simple ne pouvait saisir.
Elle comprit aussi qu'elle ferait tout ce qui serait nécessaire. Elle avait pris cette décision durant la première semaine, lorsque la dissolution avait failli l'engloutir, lorsque l'abandon s'était présenté à elle avec une clarté presque séduisante. Elle avait choisi la survie, et elle continuerait à choisir la survie, quoi que cela exige. 6 mois après son arrivée, le schéma qui s'était installé fut brisé. Une nouvelle femme arriva à Bouenne. Elle s'appelait Isette Norey, elle avait 17 ans. Son crime avait été d'être la fille d'un administrateur provincial qui avait soutenu la mauvaise faction dans un conflit politique. Son père avait été exécuté, sa mère avait été envoyée dans une autre garnison. Elle avait été envoyée à Bouenne. Elle arriva dans un état pire que celui dans lequel Néfertari était arrivé. L'escorte qui l'avait amenée n'avait pas pris autant de précautions avec la marchandise et elle portait des ecchymoses et des coupures qui mettraient des semaines à guérir. Elle arriva aussi avec une terreur si totale qu'elle pouvait à peine parler, à peine bouger, à peine comprendre ce qui lui arrivait. Néfertari regarda cette jeune fille et vit quelque chose qu'elle reconnaissait. Elle vit la dissolution commencer, le repli vers un minuscule espace intérieur, l'abandon qui conduirait à la destruction en quelques semaines s'il n'était pas interrompu. Elle se souvint de ce que Hanut Maït avait dit à propos de Sitmout, du danger de l'intervention ouverte, de la manière dont Sénifer utilisait la solidarité comme une arme. Mais elle se souvint aussi de ce qu'elle avait décidé, que la survie exigeait un sens, que l'endurance sans signification n'était qu'une mort prolongée. Cette jeune fille pouvait être son sens. « Je vais t'apprendre », lui dit-elle cette nuit-là lorsque la première vague de soldats fut passée et que le bâtiment était temporairement calme. « Je vais te montrer ce que j'ai appris, comment gérer cet endroit, comment y survivre, comment rester toi-même à l'intérieur quand tout, à l'extérieur, cherche à t'effacer. » « Pourquoi ?» La voix d'Isette Norey était à peine audible. « Pourquoi m'aiderais-tu ?»« Parce que j'ai besoin d'une raison pour continuer. Parce que t'aider me donne cette raison. Parce que je refuse de devenir ce qu'ils veulent que je devienne. Et t'apprendre à résister fait partie de ma propre résistance. » C'était la réponse la plus honnête qu'elle pouvait donner. C'était aussi une décision stratégiquement saine. Une protégée, quelqu'un à former et à protéger, donnerait une structure à son existence. Quelque chose à quoi tenir, au-delà de la simple persistance biologique. Isette Norey accepta l'aide. Elle n'avait pas d'autre choix. Les années qui suivirent furent à la fois meilleures et pires que les 6 premiers mois. Mieux parce que les schémas étaient désormais établis. Les protections avaient été mises en place. Les stratégies avaient fait leurs preuves. Néfertari connaissait maintenant la garnison. Elle savait quels soldats cultiver et lesquels éviter, connaissait les rythmes de la demande qui lui permettèrent de prévoir quand un répit pouvait être possible. Le patronage de Baki s'était stabilisé en quelque chose de durable, et Caïmoët continuait d'offrir la protection que sa position lui permettait. Pire, parce que la durée s'étirait sans fin, visible. L'usure de l'existence quotidienne, la demande constante, le poids accumulé de ce qu'elle endurait pesait sur elle, d'une manière que la crise initiale n'avait pas eue. Elle se surprenait parfois à lutter pour se souvenir de celle qu'elle avait été avant Bouenne, à chercher en vain la sensation du lin fin ou le goût d'une nourriture qui n'avait pas été préparée dans les cuisines de la garnison. Mais Isette Norey lui donna un but. Enseigner à la jeune femme devint son projet, sa mission, ce qui structurait ses journées et donnait un sens à sa survie. Elle lui transmit tout ce que Hanut Maït lui avait appris, tout ce qu'elle avait appris elle-même, la sagesse accumulée de l'endurance que le bâtiment des femmes avait développée au fil des années, à recevoir et à consommer des femmes comme elle. Isette Norey était une bonne élève. Elle était intelligente, observatrice, capable du contrôle émotionnel qu'exigeait la survie. Elle apprit à identifier les menaces, à gérer les rencontres, à maintenir la séparation intérieure entre ce qui était fait à son corps et ce qu'elle était à l'intérieur. Elle développa ses propres stratégies, ses propres protections, et finit par établir une relation prudente avec un jeune officier qui lui offrit le patronage qu'il pouvait. La 3e année passa, puis la 4e. Hanut Maït, qui avait survécu 6 ans lorsque Néfertari était arrivé, mourut la 7e, non de violence, mais d'une fièvre que son corps épuisé ne parvint pas à combattre. Elles seules l'enterrèrent selon les droits qui leur étaient possibles. 3 femmes accomplissant des rites que les prêtres d'Égypte n'auraient pas reconnus, honorant quelqu'un dont l'existence n'apparaissait dans aucun registre officiel. Mérite, l'autre survivante, fut libérée à la fin de sa 5e année. Les circonstances politiques avaient changé à Thèbes.
La faction qui avait condamné son mari était tombée et quelqu'un s'était suffisamment soucié d'elle pour déposer la pétition qui la libéra. Elle quitta Bouën avec pour seul bien les vêtements grossiers qu'on lui avait donnés et un avenir qu'aucune d'elles ne pouvait imaginer. De nouvelles femmes arrivèrent pour remplacer celles qui étaient mortes ou avaient été libérées. Néfertari se retrouva dans l'ancien rôle de Hanout Maït, la survivante la plus ancienne, celle qui expliquait les schémas, enseignait les stratégies et regardait les nouvelles arrivantes tenter d'apprendre ce qui, en vérité, ne pouvait pas vraiment s'enseigner. Sénifère demeurait une menace constante. Il avait revendiqué Néfertari 2 fois au fil des années, et ce qu'il lui avait fait à ces occasions avait exigé des semaines de récupération. Elle avait appris à se rendre aussi invisible que possible en sa présence, à éviter tout comportement susceptible d'éveiller son intérêt, à ne rien offrir qu'il puisse interpréter comme une provocation. Ce n'était pas toujours suffisant, mais c'était la meilleure stratégie disponible. Baki fut promu et muté lors de la 4e année. Néfertari savait que ce transfert viendrait. Il avait été honnête sur sa trajectoire de carrière, sur le caractère temporaire de son affectation, sur la vie qu'il comptait reprendre à Thébès. En partant, il promit de déposer une requête pour sa libération, de faire ce qu'il pourrait depuis Thébès pour mettre fin à son enfermement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il tienne parole. Elle avait appris avec le temps que les promesses faites à Bouën survivaient rarement au retour vers la civilisation, que les hommes qui l'avaient vue comme humaine dans cet endroit trouvaient plus facile de l'oublier une fois revenus à des vies où ce souvenir devenait gênant. Mais elle ne lui dit rien de tout cela. Elle le remercia pour son patronage, lui souhaita réussite dans sa carrière et le regarda quitter la forteresse qui avait été son monde pendant 4 ans. Elle était de nouveau seule, ou presque. Isée et Néfret restaient, et la relation qu'elles avaient construite était aussi proche de l'amitié que la garnison le permettait. Ensemble, elles survécurent à la 5e année, puis à la 6e, puis au début de la 7e, jusqu'au jour où tout changea. La nouvelle arriva avec un convoi de ravitaillement. Au printemps de sa 7e année, un traité avait été signé avec la Nubie. La frontière sud était en cours de réorganisation. Plusieurs garnisons, dont Bouën, allaient être réduites ou entièrement démantelées. Les soldats seraient rapatriés en Égypte. La forteresse serait maintenue par un effectif réduit, et les femmes qui avaient été données aux garnisons dissoutes seraient libérées. Néfertari apprit la nouvelle par Kaïmoisset, qui la convoqua dans ses quartiers pour la première fois depuis des années. Il avait visiblement vieilli depuis son arrivée. Plus gris, plus voûté, la fatigue qui le marquait dès le début avait désormais creusé profondément ses traits. « Vous allez être libérés, dit-il. Vous et Iset Néfret toutes les deux. L'ordre vient de Thèbes, d'un scribe nommé Baki, qui semble avoir plus d'influence que je ne l'imaginais. » Baki. Il avait tenu sa promesse, contre toute attente, contre le schéma de toutes les autres promesses qui lui avaient été faites en ce lieu. Il l'avait tenue. « Quand » demanda-t-elle. « Dans le mois. Vous voyagerez avec les soldats rapatriés vers l'Égypte. Vous recevrez des documents établissant votre statut de femme libre, désormais dégagée de la sentence initiale. Ce que vous ferez ensuite relèvera de votre responsabilité. Que m'arrivera-t-il à mon retour? Quel sera mon statut? Pourrais-je travailler? Posséder des biens? Pourrais-je... Vous êtes une femme libre. Quels que soient tous les droits des femmes libres, vous les aurez. Votre peine a été commuée, votre statut restauré. Que la société vous accepte comme telle est une autre question que celle de votre statut légal. Il n'avait pas besoin d'en dire davantage. Elle comprenait. Le stigmate de ce qu'elle avait été la suivrait. Les gens sauraient, ou devineraient, ou percevraient quelque chose dans sa manière d'être qui la marquerait comme quelqu'un qui avait vécu ce qu'elle avait vécu. La liberté juridique était une chose, l'acceptation sociale en était une autre. « Je veux vous remercier, dit-elle, pour la protection que vous m'avez accordée, pour m'avoir vue comme une personne quand le système exigeait que vous me voyiez comme une propriété. Je n'ai pas fait assez, je ne pouvais pas faire assez. Le système est plus grand qu'un seul commandant et j'y étais contraint, même lorsque j'essayais d'agir à l'intérieur de ses limites. » Il la regarda avec des yeux chargés de 7 années de regrets accumulés. « Mais je suis heureux que vous ayez survécu. Je suis heureux que vous quittiez cet endroit en vie. Vous partez aussi? Je suis muté à un poste en Basse-Égypte, plus proche de Thèbes, plus proche de la civilisation dont j'ai été éloigné si longtemps. Peut-être trouverai-je des moyens de réparer ce à quoi j'ai participé ici.
Ou peut-être vieillirais-je simplement et mourrais-je comme n'importe quel soldat. Je ne sais pas. Elle quitta ses quartiers pour la dernière fois et retourna au bâtiment des femmes pour annoncer la nouvelle à Izette. Le voyage de retour vers l'Égypte dura 3 semaines, en compagnie d'un convoi de soldats regagnant des postes qu'ils avaient quittés des années auparavant. Néfertari et Izette Nefret voyagèrent dans un chariot à peine différent de celui qui avait conduit Néfertari à Bouhen 7 ans plus tôt. Mais les circonstances avaient entièrement changé. Elles n'étaient plus des marchandises, elles étaient des passagères. Des femmes libres, voyageant sous leur propre autorité, munies de documents établissant leur statut légal et de ressources que Kaïm Ouasset avait discrètement organisées pour leur voyage. Elles parlèrent peu durant le voyage. Il y avait trop à assimiler, trop de choses vécues, trop de décisions à prendre sur la manière de vivre désormais dans un monde qui ignorait ce qu'elles avaient enduré. Lorsqu'elles arrivèrent à Thèbes, elles découvrirent une ville transformée par leur absence. De nouveaux bâtiments, de nouveaux visages, de nouveaux équilibres politiques qu'aucune des deux ne comprenait vraiment. La faction qui avait détruit le mari de Néfertari avait disparu, remplacée par des rivaux qui n'avaient aucun intérêt particulier pour son affaire. La bureaucratie qui l'avait envoyé à Bouhen l'avait entièrement oublié. Baki les attendait à la garnison où le convoi prit fin. Il était plus âgé, plus assuré, vêtu comme un fonctionnaire de rang intermédiaire plutôt que comme le jeune scribe dont elle se souvenait. Il la salua avec une formalité qui lui parut étrange après ce qu'ils avaient partagé, mais elle comprit que cela était nécessaire, qu'à Thèbes, il ne pouvait pas reconnaître ouvertement ce qu'il avait été pour elle à Bouhen. « J'ai organisé un logement pour vous, dit-il, et une petite allocation, suffisante pour vivre pendant que vous déciderez de la suite. C'est le minimum que je puisse faire. Pourquoi demanda-t-elle. Vous auriez pu m'oublier. Tout le monde l'a fait. Je ne suis pas tout le monde. Ce que j'ai vu à Bouhen, ce à quoi j'ai participé, je l'ai porté avec moi pendant 3 ans. Vous libérer n'efface pas ce qui vous a été fait. Mais c'est quelque chose. C'est ce que je pouvais offrir. Il lui apprit qu'Amenhotep, son mari, était mort dans les mines de cuivre au cours de la 2e année de sa peine. Il lui dit qu'Ussuzerhat, l'homme qui l'avait fait condamner, avait perdu son pouvoir 2 ans plus tard, victime des mêmes intrigues politiques qu'il avait utilisées contre les autres. Il lui expliqua qu'Amenhotep avait été réhabilité à titre posthume, que sa réputation avait été restaurée, que son œuvre était de nouveau citée par des savants qui avaient fait semblant de l'oublier. Elle écouta tout cela avec l'engourdissement qui était devenu son état habituel. Son mari était mort. Son ennemi avait été détruit, sa réhabilitation était arrivée, mais elle était arrivée 7 ans trop tard pour avoir une réelle importance. « Que ferez-vous maintenant » demanda Baki. « Je ne sais pas. J'ai survécu si longtemps que j'ai oublié comment vivre. Il va me falloir réapprendre. Les années qui suivirent furent d'une autre nature, mais tout aussi difficiles. » Néfertari et Izette Nefret restèrent ensemble, partageant un logement, des ressources, et le poids de la réintégration dans une société qui percevait quelque chose de différent en elles, sans pouvoir l'identifier. Elles étaient trop âgées pour se marier facilement. Néfertari avait désormais 31 ans, Izette Nefret 24, et elles étaient trop marquées par leur passé pour s'insérer sans heurts dans les rôles que la société égyptienne attendait des femmes. Elles trouvèrent du travail comme scribes. C'était inhabituel pour des femmes, presque sans précédent, mais elles savaient lire et écrire, étaient compétentes et acceptèrent des salaires que des scribes masculins auraient jugés humiliants. Quelques marchands, pragmatiques sur les coûts, acceptèrent de les employer pour la correspondance, la tenue des comptes, toute la paperasse incessante que le commerce exigeait. Néfertari découvrit qu'elle avait un réel talent pour ce travail. Les années passées à compter, observer, cataloguer à Bouhen avaient entraîné son esprit d'une manière qui se révéla utile dans la vie civile. Elle se souvenait de détails que d'autres oubliaient. Elle percevait des schémas que d'autres ne voyaient pas. Son travail fut progressivement apprécié par des employeurs qui se soucièrent davantage des résultats que du silence étrange entourant son passé. Elle ne parla pas de Bouhen, ni à ses employeurs, ni à des connaissances occasionnelles, ni à personne, sauf à Izette Nefret et parfois à Baki lorsqu'il leur rendait visite. L'expérience restait en elle, un poids porté sans reconnaissance, une histoire qu'elle ne savait pas comment raconter. Mais peu à peu, elle commença à écrire. La nuit, une fois le travail terminé et Izette Nefret endormie, elle s'asseyait avec du papyrus et de l'encre et tentait de mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu.
Elle écrivit d'abord des fragments, des instants, des sensations, des observations qui revenaient sans prévenir. Puis elle tenta des passages plus longs, essayant de construire un récit à partir d'expériences qui résistaient au récit, qui semblaient conçues pour rester indicibles. Elle écrivit sur le voyage vers Bouën, sur la première semaine, sur Anout Maït et Mérite, et les femmes qui n'avaient pas survécu, sur Sénifère et les soldats brutaux comme sur ceux qui étaient ni simplement indifférents, sur Baki et Kaët, et sur les formes complexes que pouvait prendre la décence au sein d'un système conçu pour l'éradiquer. Elle écrivit ce que cela signifiait d'être une propriété, d'exister dans une catégorie créée par le droit égyptien, mais que la langue égyptienne elle-même ne parvenait pas réellement à nommer. Elle écrivit sur la dissolution, sur la menace d'effacement, sur les stratégies qu'elle avait développées pour rester elle-même alors que tout cherchait à la transformer en autre chose. Elle écrivit sur Iset-Nefret, sur le sens que lui avait donné l'enseignement et la protection, sur la manière dont le fait de prendre soin de quelqu'un d'autre l'avait maintenue reliée à l'humanité lorsque sa propre humanité semblait insuffisante pour l'ancrer. Et elle écrivit sur le retour, sur la désorientation étrange de la liberté, sur la différence entre le statut juridique et la réalité sociale, sur la question à laquelle elle ne parvenait toujours pas à répondre pleinement. Comment vivre dans un monde qui ignorait ce qu'elle avait enduré? Cette écriture n'était pas destinée à être publiée. Il n'existait aucun marché pour de tels récits, aucun public désireux d'entendre parler de la destruction des femmes dans les garnisons de frontières. La littérature égyptienne célébrait les pharaons héroïques, les récits magiques et les sagesses enseignant la bonne conduite. Elle ne confrontait pas les mécanismes sombres du châtiment d'État qui consumirent des personnes comme elle. Mais elle écrivit malgré tout. Elle écrivit parce que cette histoire exigeait d'être racontée, fût-ce seulement pour elle-même. Elle écrivit parce que coucher des mots sur le papyrus rendait son expérience réelle, lui donnait une forme, la transformait de quelque chose qu'elle avait seulement survécu en quelque chose qu'elle pouvait examiner et comprendre. Elle écrivit parce qu'elle refusait de laisser disparaître ce qui lui était arrivé. Elle refusait de l'enterrer et de faire comme si cela n'avait jamais eu lieu. Elle refusait de devenir ce que la société égyptienne attendait d'elle, une femme silencieuse au passé étrange que personne n'évoquait. 10 ans après sa libération de Bouën, Néfertari prit une décision. Elle avait 41 ans. Iset-Nefret avait épousé un veuf qui ne s'était pas soucié de son passé, avait donné naissance à 2 enfants et s'était construit une vie presque normale. Elles restaient proches, mais leurs chemins avaient divergé, d'une manière sans doute inévitable. Baki avait accédé à un poste élevé dans l'administration des temples, s'était marié selon les convenances, était devenu un homme respectable qui visitait rarement le quartier où vivait Néfertari. Elle ne lui en voulait pas. Son patronage lui avait sauvé la vie. Elle ne pouvait exiger de lui qu'il sacrifie sa carrière pour une relation qui ne ferait que soulever des questions gênantes. Elle avait continué d'écrire. Les fragments étaient devenus un manuscrit, un récit complet de ses 7 années à Bouën et des années de reconstruction qui avaient suivi. Ce n'était pas une œuvre littéraire raffinée, c'était un témoignage brut et sans concession, la chose la plus proche de la vérité qu'elle était capable d'offrir. Et elle décida de le rendre public, non pas par une publication au sens traditionnel. Elle n'avait accès ni aux circuits par lesquels la littérature circulait, ni à des mécènes prêts à soutenir une œuvre aussi éloignée des catégories admises. Mais elle avait des contacts dans le milieu des scribes, des personnes avec lesquelles elle avait travaillé, qui respectaient ses compétences même si elle ne comprenait pas entièrement son histoire. Elle commença à en faire des copies. Elle les distribua à des personnes susceptibles d'être intéressées, des érudits, des administrateurs, parfois des marchands étrangers de passage à Thèbes, qui pourraient emporter ces mots vers des lieux où la censure égyptienne n'atteignait pas. Elle ne s'attendait pas à ce que ces copies survivent. Elle ne pensait pas que son témoignage changerait quoi que ce soit, mais elle voulait qu'il existe, qu'il soit dans le monde, qu'il fournisse une preuve susceptible d'avoir un jour de l'importance pour quelqu'un. Un exemplaire fut déposé au temple de Math, la déesse de la vérité et de la justice. Les prêtres ne surent qu'en faire. Un tel témoignage n'entrait dans aucune des catégories qu'ils reconnaissaient, mais ils le conservèrent dans leurs archives où des fragments survivraient pendant des siècles. Un exemplaire fut envoyé à Baki, accompagné d'une lettre le remerciant pour tout ce qu'il avait fait et ne lui demandant rien en retour,
sinon de se souvenir de ce dont il avait été témoin. Un autre exemplaire fut remis à Isette Norrette, la seule personne encore en vie qui comprenait véritablement ce que décrivait le manuscrit. Et un dernier exemplaire, Néfertari le conserva pour elle-même, dissimulé parmi ses effets personnels, preuve qu'elle avait existé, qu'elle avait survécu, qu'elle avait raconté son histoire même si personne ne l'écoutait. Néfertari vécut jusqu'à l'âge de 62 ans. Dans ces dernières années, elle atteignit une prospérité modeste que la jeune femme qu'elle avait été n'aurait jamais imaginée. Son travail de scribe lui avait apporté des clients qui privilégiaient la fiabilité aux conventions sociales. Elle possédait une petite maison, employait une servante et vivait dans un confort qui se rapprochait de la vie qu'elle avait connue avant sa condamnation. Isénéphret lui rendait régulièrement visite avec ses enfants, qui appelaient Néfertari tante, sans connaître l'histoire qui les liait. Les enfants apportèrent de la vie dans sa maison, du bruit, du désordre, et la joie simple de la jeunesse, cette joie qu'elle-même n'avait jamais pu connaître. Elle ne se maria jamais, elle n'eut jamais d'enfant. Ses possibles lui avaient été retirés par les années passées à Bouenne, par les dommages que les violations répétées avaient infligés à son corps, par les barrières psychologiques qui rendaient toute intimité impossible à envisager. Elle avait fait la paix avec cette absence, ou quelque chose qui s'en approchait, acceptant que certaines pertes ne puissent être réparées, seulement reconnues et intégrées à la vie qui restait. Elle pensait souvent aux femmes qui n'avaient pas survécu, à Hanout Maït qui lui avait appris à endurer, à Sitmout détruite par la cruauté de Sénifère, aux nouvelles arrivantes qui n'avaient pas appris assez vite, qui avaient été consumées par le système avant de pouvoir développer des stratégies de survie. Elle se souvenait de leurs noms, de leurs visages, des détails de leurs histoires que personne d'autre ne connaîtrait jamais. Elle était la gardienne de leur mémoire. Cela devint un autre but, une autre raison d'écrire, une écriture qui se poursuivit jusqu'à ce que ses yeux deviennent trop faibles pour distinguer clairement le papyrus. Lorsqu'elle mourut, ce fut paisiblement dans son sommeil, dans la maison qu'elle avait gagnée par des années de travail et d'endurance. Isénéphret organisa les funérailles selon les rites appropriés, veillant à ce qu'elle soit honorée comme une femme libre, une scribe, une survivante. L'inscription funéraire ne disait rien de Bouenne, rien des 7 années, rien de ce qui lui avait été fait, ni de la manière dont elle avait continué à exister après cela. Mais dans les archives du temple de Math, dans les fragments destinés à être découverts par des savants des millénaires plus tard, son témoignage demeura. Son histoire existait. Elle avait refusé d'être effacée. Ce que vous avez appris ce soir n'est pas l'histoire que l'Égypte voulait voir retenue. La civilisation qui a bâti les pyramides, qui a développé l'écriture, la médecine et l'astronomie, a aussi mis en place des formes de châtiment destinées à détruire des êtres humains sans les tuer. Les temples magnifiques, les tombes élaborées, l'art célébrant l'ordre divin de Maat, tout cela coexistait avec la garnison de Bouenne et les femmes livrées à sa mécanique. Cela n'est pas propre à l'Égypte. Chaque civilisation a entretenu des systèmes de cruauté que ses récits officiels préfèrent ignorer. Toute société qui célèbre ses accomplissements a également créé des catégories de personnes pouvant être utilisées, rejetées, effacées des archives sans reconnaissance ni conséquence. Ce qui rend l'histoire de Néfertari significative n'est pas que l'Égypte ait été exceptionnellement cruelle, c'est qu'elle ait survécu et laissé un témoignage qui nous permet de savoir ce qui s'est réellement passé. La plupart des femmes placées dans sa situation n'ont laissé aucune trace. Leur existence ne peut être déduite que de documents administratifs rédigés dans un langage clinique décrivant des punitions ou de découvertes archéologiques révélant les ossements de personnes mortes dans des lieux où elles n'auraient jamais dû se trouver. Néfertari a écrit. Néfertari s'est souvenu. Néfertari a refusé le silence que sa société attendait d'elle, l'ensevelissement de l'expérience qui aurait rendu sa disparition totale. Les fragments qui subsistent sont incomplets, abîmés par le temps et les circonstances. Mais ils suffisent à nous dire qu'elle a existé, qu'elle a survécu, qu'elle a trouvé des moyens de rester humaine dans des conditions conçues pour éliminer toute humanité. Et ils nous obligent à poser des questions sur les systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Quelle cruauté nos propres civilisations entretiennent-elles ? Quelle catégorie de personnes acceptons-nous de voir utilisées, rejetées, effacées ? Quels témoignages ne sont jamais écrits parce que ceux qui pourraient les rédiger sont trop brisés, trop réduits au silence, trop absorbés par la survie pour trouver les mots de ce qu'ils endurent ?
Souvenez-vous de Néfertari. Souvenez-vous de la femme donnée aux soldats de Bouhen et qui a survécu pour écrire ce qui lui est arrivé. Souvenez-vous qu'elle avait 24 ans lorsque sa vie fut détruite, 31 ans lorsqu'elle fut enfin libérée, 62 ans lorsqu'elle mourut dans une maison qu'elle avait gagnée par un travail que la société lui permettait à peine d'exercer. Souvenez-vous qu'elle trouva un sens à sa vie en enseignant Isette, en préservant la mémoire des femmes qui n'avaient pas survécu, en rédigeant un témoignage qui pourrait un jour compter pour quelqu'un. Souvenez-vous que survivre n'est pas passif, ce n'est pas simplement continuer d'exister. C'est une succession de décisions, de stratégies, de raisons de tenir, qu'il faut trouver et maintenir quand tout cherche à vous faire disparaître. Souvenez-vous que certains survivants de violences extrêmes choisissent d'enfouir leur expérience et que ce choix mérite le respect. Mais souvenez-vous aussi que certains choisissent de parler et que leur parole rend possible une compréhension que le silence ne permet pas. Souvenez-vous que le châtiment le plus abject pratiqué dans l'Égypte ancienne n'était ni l'exécution qui met fin rapidement à la vie, ni même l'esclavage qui confère au moins un statut clair. C'était la dissolution de la personne, la réduction à une propriété collective, la destruction de tout ce qui fait un individu, tout en laissant le corps intact pour qu'il continue d'être utilisé. Souvenez-vous que Néfertari n'a pas été détruite. Elle a été endommagée de façon irréversible, d'une manière qui a façonné le reste de son existence. Mais elle n'a pas été annihilée. Elle est restée elle-même à l'intérieur, alors que tout à l'extérieur cherchait à l'effacer. Elle a survécu. Elle a écrit. Elle s'est souvenue. Et maintenant, à travers les fragments qu'elle a laissés, à travers le témoignage qui a survécu alors que tant d'autres choses ont été perdues, nous nous souvenons à notre tour. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir d'autres histoires cachées. Dites en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui pensent comprendre l'Égypte antique à travers les pyramides, les pharaons et les trésors d'or. Car l'Égypte, c'était aussi Néfertari donné aux soldats de Bouhen, survivant à 7 années de destruction systématique, revenant dans un monde qui ignorait ce qu'elle avait enduré. L'Égypte, c'était aussi les femmes qui n'ont pas survécu, dont les noms sont perdus, dont les os reposent dans le sable du désert. L'Égypte, c'était aussi le système qui a créé ce châtiment, l'a perfectionné, l'a appliqué à des femmes dont le crime était souvent seulement d'avoir été lié à des hommes ayant offensé les puissants. Souvenez-vous de tout cela. Souvenez-vous des masques d'or, des temples magnifiques et des accomplissements extraordinaires de cette civilisation ancienne, mais souvenez-vous aussi de ce qu'elle a fait à celles et ceux qui se trouvaient hors de sa protection. Souvenez-vous de Néfertari. Souvenez-vous.